Mon matelas. Mon argent. C'est bon. Mon ami, c'est ça que tu cherches? Tiens. Toi aussi. Arrête de mettre ton argent n'importe où. Maintenant, il y a Momo Cash. Tu veux épargner ton argent en toute sécurité, à tout moment, et en plus gagner des intérêts. Mais avec Momo Cash, c'est trop simple. Tapez étoile 133 dièse. Épargnez maintenant sur votre compte MTN Mobile Money et profitez des intérêts. Et toi, tu vois ça comment? Hein? Merci de votre fidélité, c'est l'heure de l'invité et aujourd'hui nous allons revisiter le passé d'un homme qui a marqué l'Afrique. Il a fait construire la plus grande basilique catholique du monde et cela dans son village natal à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il avait ses ombres et ses lumières. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Serge Bilé, journaliste écrivain. Et avec lui, nous allons plonger dans l'intimité de Félix Houphouët-Boigny, ce grand homme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Serge Bilé, de nombreux écrits, des documentaires, de nombreux reportages ont été faits sur l'histoire de Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, à travers votre livre « Mes années Houphouët », vous nous présentez Houphouët sous une nouvelle facette. On redécouvre Houphouët-Boigny avec vous. Vous l'avez côtoyé pendant longtemps pour avoir ces données intimes et privées de l'homme? Disons que j'ai voulu faire autre chose que ce qu'on faisait habituellement parce que j'estimais qu'on avait tendance à mettre Houphouët sur un piédestal et à oublier qu'après tout, un grand homme reste un homme. Et donc cette intimité dans laquelle on plonge à travers ce livre, pour connaître à la fois les ombres et les lumières, comme vous l'avez dit, pour connaître aussi la force et la fragilité de l'homme, ça permet justement de le rendre plus humain et d'aimer quelqu'un à la mesure de ce qu'il représente et non pas avec toutes les histoires ou les historiettes qu'on pourrait mettre autour pour le rendre plus grand qu'il n'était. Voilà, donc c'est un livre qui rend Houphouët beaucoup plus humain et qui permet donc à la fois de comprendre les actes importants qu'il a posés pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire aussi, et puis les actes moins jolis qu'il a pu poser aussi et qui quelque part aussi pèsent lourd dans la balance de son bilan. Justement, donc, de toutes ces facettes, quand on voit de toutes ces 216 pages, on découvre un homme, Houphouët-Boigny, qui se montre tour à tour rusé, combatif, cynique, sage, féroce. Mais au-delà de tout cet aspect historique, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de l'homme? Moi, je suis de ceux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis tranchés entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Moi, je reste persuadé que c'est un grand homme. C'est un grand homme qui a bâti la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a d'abord construit une nation à partir de populations éparses. Il a réussi à les mettre ensemble. Il a réussi donc à construire un socle commun. Il a réussi à construire une économie très forte qui nous a permis d'ailleurs de résister malgré donc les problèmes qu'on a pu avoir avec la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision, une réelle vision pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, au-delà de cela, pour rester aussi longtemps au pouvoir, pour pouvoir aussi se maintenir, il a fallu sans doute qu'il fasse des concessions, mais aussi il a fallu qu'il essaye de museler un certain nombre de personnes, y compris des gens qui étaient considérés comme ses rivaux. Je pense à Jean-Baptiste Moquet, qui était un militant anticolonialiste très populaire aussi à son époque, qui a fait de la prison au temps colonial à Grand-Bassam, mais aussi qui a été jeté en prison par Houphouët-Boigny sous le prétexte de faux complots. Il a fallu pour se maintenir au pouvoir qu'Houphouët-Boigny aussi donc ruse de cette façon et enferme une certaine partie de ses opposants. Et c'est tout ça aussi qu'il faut raconter, c'est-à-dire que le pouvoir a quelque chose, certes, de fort chez lui, puisqu'il lui permet de créer une nation, de construire une nation, mais aussi quelque chose de grisant, puisque quelque part, il est obligé aussi, bon, pas il est obligé, mais il en vient aussi donc à museler un certain nombre de choses, et c'est tout ça qui est raconté dans ce livre. Et vous, comment se fait votre contact avec l'homme? Moi, un jour, j'étais chez moi à Paris, j'étais correspondant de la presse ivoirienne, et puis je reçois un coup de fil, on me dit, voilà, vous devez venir interviewer Houphouët-Boigny. Sur le coup, ça m'a fait quelque chose, parce que je ne connaissais qu'à travers la télévision, et je ne savais pas pourquoi moi, qui n'avais absolument aucun lien avec la politique, et qui surtout fuyait les hommes politiques, parce que bon, c'est un milieu qu'il faut, quand on est journaliste, garder à distance. J'ai dit, pourquoi pas, j'étais aussi fier d'y aller, et j'ai rencontré un homme
que je trouvais fragile, que je trouvais intéressant, qu'au terme du combat qu'il avait mené, il incarnait quelque chose qui était très fort pour des jeunes comme moi, qui l'ont aussi contesté quand on était étudiant. Quand on est étudiant, on conteste un certain nombre de choses, mais qui ont aussi admiré le travail, surtout moi, le travail qu'il a fait au moment de la colonisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'il s'est battu. Je l'ai trouvé extrêmement courageux, on oublie de le dire souvent. Il a été très fort dans la lutte qu'il a pu mener à l'époque, et donc j'ai retrouvé tout ça dans l'homme que j'ai croisé. Et c'est pour ça que j'ai pris vraiment le temps de faire ce livre. Il m'a fallu presque 15 ans, parce qu'il fallait que justement, non seulement que j'ingurgite tous mes souvenirs, tout ce que j'ai vu de lui, tout ce que j'ai vécu donc à côté de lui ou en tant que journaliste pendant tout ce temps où j'exerçais, et puis en même temps tout ce que j'ai lu sur lui. Et donc pour décanter tout ça, pour ne garder justement que ce qui construit quelque chose qui, à mon avis, soit équilibré, aussi bien dans les ombres que dans les lumières. Et vous qui êtes quand même un homme porté sur l'investigation, vous partez à la vérification des faits, vous l'avez connu quand même au soir de sa vie. Il y a toutes ces rivalités politiques naissantes au soir de sa vie. Comment est-ce qu'il a vécu ça dans ces derniers instants? Ça, c'est incroyable, parce que Houphouët-Boigny donc, a été soigné d'un cancer à Paris en 93, et étant médecin lui-même, puisqu'on l'oublie souvent de le dire, qu'avant de faire de la politique, il a d'abord été médecin, après il est devenu planteur, après président du syndicat des planteurs, et c'est comme ça qu'il est entré en politique comme député. Étant médecin, il estimait qu'il était bien portant, c'est-à-dire que la machine se portait bien. Il pensait qu'il fallait juste un tout petit peu de repos. Il était persuadé, en 93, en août 93, c'est-à-dire 5 mois avant sa mort, il était persuadé qu'il en avait encore pour 10 ans à vivre. Et qu'une fois qu'il aurait pris un peu de repos, soit en France, soit en Suisse, eh bien, il pourrait revenir en Côte d'Ivoire pour gérer tout cela. Oui, il était inquiet de toutes ces rivalités-là, puisqu'il recevait à Paris, à Masseran, à l'hôtel Masseran où il habitait, un certain nombre de rapports des renseignements généraux qui faisaient état donc, des rivalités entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédier, avec entre les deux Philippe Yassé qui portait plutôt du côté de Alassane Ouattara, donc il était très inquiet de cela. Et ce qui est assez intéressant que je raconte dans le livre, c'est qu'à un moment donné, il a tellement peur pour la Côte d'Ivoire qu'il demande à ce qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Et il fait porter par un ministre en qui il a toute confiance 100 000 $ au Vatican pour qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, et puis 50 millions de francs CFA, donc un calife des Mourides, au calife des Tidjanes, 50 millions aussi, pour qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, tellement il était inquiet pour la Côte d'Ivoire. Inquiet pour la Côte d'Ivoire, il avait la Côte d'Ivoire en cœur, mais on sait aussi une histoire de cœur que le président a vécue, qui est méconnue du grand public, une histoire d'amour extrêmement singulière que vous relatez à travers ce livre, le président Félix Houphouët-Boigny qui tombe amoureux d'une jeune Guadeloupéenne, Gerty. Qui était cette dame? Disons que la Côte d'Ivoire aurait pu avoir pour première dame en 1960 une Guadeloupéenne. Et ça, c'est une histoire effectivement qu'on ne connaît pas. Quand Houphouët-Boigny est élu donc député et qu'il arrive donc en 1946 à Paris, de la même façon, une Guadeloupéenne est élue donc à Pointe-à-Pitre et elle arrive à Paris. Elle est dans le même groupe que lui, le groupe communiste. Elle est communiste, elle est féministe, elle est avocate. Et puis elle se prend d'affection pour la Côte d'Ivoire où à l'époque il y avait donc des prisonniers politiques qui avaient été enfermés à Grand-Bassam, que ce soit Bernard Dadier dont on parle beaucoup, l'écrivain qui est décédé, que ce soit Jean-Baptiste Moquet dont j'ai parlé à l'instant, ou Mathieu Écrat. Et elle décide de venir en Côte d'Ivoire. Elle demande à Houphouët si elle peut venir en Côte d'Ivoire pour défendre ces gens-là. Houphouët accepte. Elle est logée chez Houphouët, donc à Tressuit. Et là, il se passe quelque chose, sans doute un coup de foudre. Houphouët-Boigny tombe amoureux d'elle. Mais éperdument amoureux d'elle, et il veut l'épouser. Il la demande en mariage, on est en 1950. Et cette femme, elle est tiraillée parce que elle a une affection réelle pour Houphouët-Boigny, l'histoire qu'ils vivent est forcément belle, mais elle est tiraillée parce que c'est une avocate communiste. Et elle voit que sa Guadeloupe, à elle, est un pays pauvre, une île pauvre, et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et elle dit non. Elle dit non, elle refuse ce mariage pour aller se consacrer aux Guadeloupéens parce qu'elle veut à la fois apporter non seulement son savoir mais sa compétence pour développer son île. Et j'apprends même avec sa famille que j'ai rencontrée aussi là-bas qu'elle était tellement proche des pauvres qu'elle acceptait de les défendre, quelquefois sans rien, où il la rémunérait donc avec juste un peu d'igname ou un peu de manioc, et ça lui suffisait pour pouvoir défendre. Donc cette histoire d'amour n'a pas été aussi loin qu'Houphouët-Boigny l'aurait voulu, mais 2 ans après, il s'est consolé en épousant Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire continue toujours, et 26 ans après la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, vous qui scrutez un peu l'horizon, comment vous voyez la Côte d'Ivoire évoluer? Est-ce que la Côte d'Ivoire reflète le rêve
de feu Félix Houphouët-Boigny? On a connu des problèmes, je veux dire, ça ne sert à rien de se mentir, on le sait tous, et que nous sommes tous inquiets aussi pour les élections de 2020 quand on voit les rivalités qu'il y a au sein des partis oufouettistes et qu'on voit justement le spectre se dessiner d'une division qui pourrait donc aller très loin, donc tout le monde est inquiet naturellement. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, Houphouët c'est le socle de la Côte d'Ivoire, et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que, y compris tous ceux qui se sont opposés à lui, y compris tous ceux aussi qui l'ont contesté à un moment donné, on s'aperçoit que c'est lui, c'est le visage tutélaire qui nous rassemble, et ça c'est extraordinaire, parce que moi j'ai souvent tendance à dire que Houphouët-Boigny n'appartient pas ni au RHDP, le parti oufouettiste, ni au PDCI, le parti oufouettiste également, entre ceux qui disent qui sont les enfants légitimes et que les autres sont les enfants adultérins. Non, Houphouët appartient à toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il nous appartient justement d'assumer son héritage pour faire que justement ce pays reparte d'un nouveau pied, plus fraternel. Et puis il nous appartient aussi de dresser un inventaire, c'est ce que je fais à travers ce livre, ce que d'autres aussi feront, parce que plus nous connaîtrons Houphouët dans ce qu'il avait d'ombre et de lumière, plus nous serons capables justement de pouvoir mieux capitaliser ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et de porter son message et son rêve. 216 pages édifiantes, Mes années au fouet de Serge Billet. Merci pour tout et pour cette contribution à l'histoire. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Merci à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur Média 1 TV et Média 1 TV Afrique.